Bienvenue à cette émission Sans langue de bois sur Burkina Info avec 4 invités: Dimitri Kaboré de Fassozine, Aimé Nabaloum du reporter, Wilfried de Bakwan de la Rupture et John Karim Gadiaga. Il est de l'économiste du Faso. Deux sujets au menu de cette émission. Nous parlerons du pouvoir plutôt de Roch Marc Christian Kaboré qui s'est installé. Ça fait près de 3 mois. Les populations sont impatientes. Elles demandent des actions. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que ce pouvoir ait des difficultés effectivement à démarrer de façon tout à fait efficace, étant donné que lors de la campagne électorale, les vainqueurs de l'élection, ceux du MPP, disaient qu'ils avaient l'expérience de la chose politique, notamment de la gestion de la chose politique. Alors aujourd'hui, on sent que les populations sont un peu impatientes. Avec mes journalistes invités, nous essaierons de décrypter cette actualité. Ensuite, il sera question aussi des engagements pris par le gouvernement de la transition vis-à-vis des partenaires sociaux et qui n'avaient pas été budgétisés. On l'a vu lors du Conseil extraordinaire des ministres du 21 mars dernier. Le ministre des Finances parlait de la question en ce qui concernait effectivement la loi de finances rectificative. Avec les journalistes invités, nous essaierons aussi de comprendre pourquoi la transition avait eu à prendre ces engagements, sachant bien que ces engagements n'étaient pas budgétisés. Voilà donc les deux sujets autour desquels nous allons tourner. Aimé Nabaloum, donc nous commençons par vous et juste cette question. Certaines populations se posent des questions sur le fait que le gouvernement de Roch Marc Christian Kaboré, si on peut le dire d'ailleurs, le pouvoir de Roch Marc Christian Kaboré n'arrive pas à avoir des actions concrètes alors que ça fait 3 mois qu'il est installé. Non, moi, pourquoi les gens s'impatientent? Je pense que pour un pouvoir issu d'élections, je trouve que c'est quand même précipité d'attendre au bout de 3 mois des actions concrètes. C'est vrai, nous venons de sortir d'une crise et d'une transition qui a duré environ 13 à 14 mois. On a eu des élections, un gouvernement a été mis en place. Et il faut donner du temps, d'abord, il faut donner du temps à ce gouvernement-là de pouvoir mieux apprécier la situation précédente avant de pouvoir engager des actions. Parce que des actions, ça ne s'invente pas. C'est vrai qu'il y a un programme, ils ont été élus sur la base d'un programme, mais si vous n'appréciez pas la situation en état au temps T, c'est difficile d'engager des actions aussi rapidement qu'au bout de 3 mois. En principe, généralement, on apprécie un gouvernement au-delà de 100 jours. À partir de 100 jours, on estime que le gouvernement est mieux assis, connaît mieux la situation. Entre-temps, on a parlé de situation financière. Donc, au bout de 100 jours, un gouvernement doit être en mesure maintenant de poser des actions. Mais avant 100 jours, moi je pense que ce serait trop subjectif de dire on attend des actions concrètes comme si c'est des choses qui s'inventaient du jour au lendemain. Ok. Dimitri Kaboré, en revenant un peu sur la campagne électorale, on se rappelle que ce qui avait fait un peu peut-être la différence dans les discours qu'ils avaient, eux ils disaient qu'ils avaient l'expérience de la gestion de la chose publique notamment, ils avaient quand même donc cette expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas ce qui fait que les uns et les autres s'impatientent? Non, oui, je crois que bon, si on va tenir compte des propos de campagne, je crois toujours qu'il doit y avoir une différence entre les propos de campagne et la réalité du terrain. Je crois que naturellement, pour se faire élire, on peut utiliser un certain nombre d'expressions, mais techniquement, la chose elle est différente. Certes, les gens les prennent au mot, ils ont dit, bon, écoutez, nous, c'était l'argument même, comme Emine Abdou l'a dit, ils ont dit, voilà, nous, on a l'expérience du pouvoir. Dès qu'on arrive, dès la première minute, là, on fait rouler le Burkina. Bon, écoutez, les gens ont cru. Voilà, surtout que on a bâti le projet du candidat sur l'homme d'expérience qu'il avait, Salif Diallo également. Donc, les gens s'attendaient que dès les premiers instants, dès le lendemain de l'investiture du président, le Burkina allait changer miraculeusement, ce qui est totalement naïf de ma part. Mais ce qu'il faut retenir, et que comme je m'aligne sur les propos de Aimé Nabaloum, sur les 100 jours. Écoutez, 100 jours techniquement c'est très peu. Et quoi qu'on dise, on peut dire qu'il pouvait anticiper
par rapport à ce qu'il connaissait, la situation économique et autres. Écoutez, on ne peut pas mieux voir quelque chose que si on a les mains. On peut faire des études anticipatives, mais tant que vous n'avez pas la réalité du budget, tant que vous n'avez pas le contrôle du pays, il y a un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'informations que vous n'allez jamais avoir à votre disposition. Donc, il faut attendre qu'ils soient installés. Maintenant, les deux facteurs que j'aimerais signaler qui, pour moi, les excusent un peu de ce retard, entre griffes. Un, ils ont été accueillis par des attentats le 15 janvier. N'oubliez pas que ces attentats sont arrivés bouleverser pratiquement tout le processus de ce nouveau gouvernement. Ils n'ont même pas eu le temps de s'installer, alors que même des pays qui sont très bien organisés avec des gouvernements qui sont là il y a 2-3 ans ont des difficultés à gérer ces genres d'attentats. C'était une première et je crois que naturellement ça a choqué tout le monde. Ils n'étaient pas préparés, ils n'avaient pas pris fonction. Donc il fallait d'abord gérer la question sécurité de cette histoire d'attentat. Après ça, on a vu les attaques de Yimdi. Donc vous avez vu qu'en moins d'un mois, le gouvernement était un peu éparpillé sur des sujets. Et la volonté, le deuxième élément pour terminer, c'est que cette volonté-là, le ROC avait des difficultés, soit conduire une nouvelle équipe ou une ancienne équipe. Parce que le problème, si c'était des anciens, naturellement, ça ne peut être la même chose. Il a essayé, il a promis qu'il ne va plus amener des anciennes personnes au niveau de l'exécutif. Donc, c'est cet effort-là, c'est de nouvelles personnalités, c'est de nouvelles têtes. Naturellement, quelqu'un qui n'a jamais été ministre, arrivé dans un ministère, ne peut pas faire comme s'il avait l'expérience du pouvoir. Et je crois qu'il faut tout simplement jouer bas la terre. Je crois qu'il faut attendre peut-être au-delà des 100 jours maintenant, voir comment les mesures vont. Sinon, je trouve que c'est encore très peu, après tout ce qu'ils ont connu. Ok. Wilfried Bacon, est-ce qu'on ne leur fait pas un faux procès, d'autant plus qu'on se rend compte qu'ils ont eu à prendre quand même des actions fortes dans des domaines bien précis. Si je veux parler du domaine de la santé avec la gratuité des soins pour les femmes et les enfants de moins de 5 ans. Et je veux parler aussi du domaine de l'enseignement avec le poste primaire où ils vont recruter 4200 étudiants, et il y a également le domaine de l'énergie avec ces groupes qui seront acquis pour permettre de faire face, je peux dire au stress, pas hydrique, mais peut-être énergétique. Et puis bon, alors là, et puis même des questions sociales, parce qu'on a vu la question des magistrats aussi qui est réglée. Moi, je vais peut-être vous étonner. Oui. Parce que tout ce qui arrive aujourd'hui au Burkina Faso n'était pas quelque chose d'ignoré par ceux qui sont au pouvoir. Vous pouvez bien vous rappeler du fait qu'avant juste les élections, il y a eu un très grand débat. Après la question du coup d'État, il y a eu un très grand débat sur la transition, sur le fait qu'il fallait ou pas reporter les élections. Et je crois que les partis politiques se sont tous coalisés pour dire qu'il n'y avait pas de question, il fallait maintenir les élections à cette date parce que... Et la transition avait évoqué la question sécuritaire, mais les partis politiques avaient dit qu'ils étaient capables de faire face effectivement à cette question sécuritaire-là. Donc, un parti politique qui s'assoit juste après les élections devait se rendre compte naturellement qu'il venait de tomber effectivement dans un brasier d'insécurité. Maintenant, la question sécuritaire ne peut plus excuser effectivement un gouvernement qui vient d'arriver et qui a du mal, bien sûr, à mettre son attelage en branle. Maintenant, est-ce que c'est un faux procès qu'on leur fait? Moi, je ne sais pas si c'est un faux procès, mais seulement je sais que les populations ont des attentes. C'est-à-dire que les mesures que l'on prend, qu'un gouvernement prend, quand ces mesures ne vont pas à l'endroit des attentes des populations, c'est juste, effectivement, on va le faire le procès de ce gouvernement-là. Maintenant, est-ce qu'il est faux, est-ce qu'il est vrai? Ça dépend bien sûr des attentes des populations. Moi, je lis tout ce qui se passe aux attentes des populations. Si les populations s'asseyent et qu'ils disent oui, ça va, etc., il n'y a pas de truc, on dit alhamdoulilah, le gouvernement, on l'applaudit et on continue. Mais si les populations sont dans un état de stress général, les populations... 100 jours après, moi je dis que 100 jours, nous sommes aujourd'hui au 90e jour presque, après la Pâque on sera à 90 jours, le 10 avril on sera au 100e jour du pouvoir de ROC, donc nous sommes déjà à 100 jours. Donc il y a un certain nombre de mesures quand même qu'on devait voir venir. C'est vrai, vous avez évoqué des mesures telles que, mais vous avez vu les critiques qu'il y a vis-à-vis aussi de ces mesures.
surtout le recrutement des enseignants, la gratuité des soins, effectivement, qui était en réalité une réalité sur le papier au Burkina, mais même si la faisabilité était un peu difficile. Mais est-ce qu'on nous montre effectivement, on ne nous montre pas une réalisation budgétaire, hein, une inscription budgétaire qui nous dit qu'effectivement, à partir de ce moment-là, voilà, on aura une prise en charge à 100% des femmes enceintes, etc., etc. Alors que quand on prenait les différents CHR, les CMA et puis les CSPS, leur situation n'a pas évolué en termes budgétaires d'abord, en termes matériels, ça n'a pas évolué. Si bien que, bon, même si on annonce la gratuité des soins, les femmes continuent quand même de mourir dans les maternités parce qu'effectivement, on n'a pas fait suivre les mesures qui devaient être prises avant de décréter la gratuité de ces soins-là. Moi, je crois que c'est sur cette base-là que les populations critiquent effectivement ce gouvernement parce que elles ne connaissent, mais les populations ne connaissent pas 100 jours du gouvernement. Elles attendent que des mesures soient prises concrètement et que leurs problèmes soient réglés. Il y a hier, où c'était le 22 mars, on suivait que la RTB était en train de montrer qu'il y a des populations, tout un village qui se regroupe pour boire l'eau d'une mare, etc., qui a fait une tollée même sur les réseaux sociaux. Mais ce sont de ces choses-là, effectivement, que l'on veut que le gouvernement s'occupe au lieu de s'occuper des questions purement politiques, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement s'occupe plus de politique que de réaliser, effectivement, son programme politique programme de développement, qui peut apporter quelque chose de substantiel aux populations. Voilà. John Karim Kadiaga, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue de Wilfried Bakouan. Absolument, c'est ce que je pense aussi, parce que je constate effectivement que ce gouvernement accuse un retard au niveau de son démarrage, des activités. Si le calendrier ne correspond pas véritablement aux attentes des populations, nous ne sommes pas en train de réinventer ces pays. Les problèmes sont connus. Et c'est d'ailleurs sur la base de ces problèmes-là que tous ceux qui étaient candidats à la présidentielle ont fait des programmes. Ils ont fait des programmes et en même temps, ils ont fait en même temps des promesses de résolution des problèmes des populations. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas des résultats, on ne peut pas attendre tout de suite des résultats, mais il y a ce qu'on appelle annoncer les couleurs. Les problèmes sont là. Quand même, il faut faire quelque chose pour que les gens sentent qu'au moins, il y a un début par rapport à la mise en œuvre, par rapport à la résolution des problèmes des gens. Mais c'est ce qu'on ne sent pas. Et il y a beaucoup de secteurs qui sont restés, alors que bon, pendant la campagne, les gens, les candidats ont eu l'occasion d'aller toucher du doigt, comme on le dit. Les problèmes des gens, ils ont, sur place, séance tenante, ils ont fait des propositions, ils ont dit, bon, voilà ce que nous allons faire. Je prends le cas, par exemple, au niveau de l'économie, et dans l'industrie particulièrement. Pendant la campagne, le problème de la Sosuco était posé, c'était un cas concret de la difficulté que vivent la plupart des industries au niveau du Burkina. À l'étape de Banfora, le candidat qui est devenu président aujourd'hui avait fait des promesses. Nous allons nationaliser la Sosuco. Ça a été dit le 10 novembre, je crois, à Banfora. Mais, voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes à un trimestre après l'élection, et on ne voit pas. Il n'y a pas de début de solution par rapport à ce problème concret-là. Ça, c'est un cas, c'est un exemple, mais il y a également ces problèmes dont Bakouan parlait tout de suite, au niveau de la santé, de l'éducation, de l'emploi. Mais les problèmes des gens n'attendent pas 100 jours. Il faut tout de suite commencer à dire, bon, voilà ce que nous allons faire. Et je me rappelle d'ailleurs que ça fait déjà plus d'un mois que le Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale à l'Assemblée. Mais une déclaration de politique générale, ça se fait sur la base de quoi? Sur la base du fait que, bon, voilà, on connaît les problèmes et voilà ce que nous proposons. On ne peut pas annoncer des projets, on ne peut pas annoncer des actions et puis ne pas les démarrer. Pourquoi on les annonce alors? Non, mais c'est une question. Voilà. Donc, on a annoncé, on a fait des annonces dans la déclaration de politique générale, mais on ne commence pas la mise en œuvre de ces projets-là. Okay. Donc, moi, je constate effectivement qu'il y a un retard. Oui, d'accord. Par rapport Dimitri, à ça, Gabory. Je voudrais quand même, oui. Par rapport à ce qui... La réalité, on travaille avec de l'argent. Au fait, je crois, les gens, si on va rester dans cette vision des promesses électorales, on ne va pas sortir. Les promesses électorales, c'est une chose.
promesse électorale, c'est un scénario. Je peux dire, je vais vous construire un hôpital de référence. Mais un hôpital de ces références ne se construit pas en un mois. Il faut d'abord mobiliser les fonds. Oui. Écoutez, c'est toujours ça le problème. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne fabriquent pas de l'argent. Alors que l'argent doit être utilisé dans un cadre budgétaire. Ils viennent récemment d'adopter leur loi rectificative de finances. Avant ça, c'est très compliqué. On va toujours faire des promesses. Mais pour moi, je me dis quand même, 100 jours... Sur quelle base on fait une déclaration de politique générale alors qu'on n'a pas d'argent? Non, la déclaration de politique générale, ça montre un peu la machine, les étapes de l'exécutif. Je vois là ma priorité en tant que chef de gouvernement. Et voici mes secteurs prioritaires. Voilà. Et comment mobiliser les recettes? On les démontre. Parce qu'il faut trouver des recettes. Non, il faut trouver des recettes, c'est ça. C'est pourquoi après la déclaration de politique générale, ils se sont assis en fonction de cette déclaration de politique générale pour adopter leur budget 2016. Parce qu'on ne peut pas travailler sans budget. On avait déjà évoqué le cas. Oui. Ce gouvernement n'avait pas de budget. Je suis désolé, il n'avait pas de budget. Et alors que... Je crois qu'on va arriver au budget. Oui, vas-y, termine. Non, je pense que quand on fait une déclaration pour politique générale, ce sont les actions qui sont programmées au cours de l'année dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel, en tout cas sur la base de la loi des finances, des moyens qu'on a. On ne peut pas dire nous allons construire la route de tel lieu à tel lieu sans savoir où on trouve l'argent pour faire ça. Non, ils le savent, mais écoutez, on ne peut pas faire cette programmation. Non, mais je pense que objectivement. Et puis se dit que bon, on va chercher l'argent après. Non, c'est pas de chercher. Aujourd'hui, si vous voulez avoir de l'argent, si vous voulez avoir les recettes au niveau douanier, les recettes au niveau des impôts, quand vous voulez avoir de l'argent, même si vous avez un projet, un bailleur de fonds ne vous finance pas parce que vous êtes candidat à l'élection. Il faut que vous ayez d'abord l'onction. Le gouvernement est formé pratiquement en mi-janvier. Oui, donc c'est tout ça. Oui, même si vous avez... On reviendra sur la question. Je pose la question à Aimé Nabaloum. C'est vrai qu'eux, ils parlent d'argent, mais on a vu dans les priorités du gouvernement, après leur conseil des ministres, je pense, qui avait permis d'adopter des organigrammes, ils disaient que désormais, à partir du 1er mars, ils vont commencer à travailler normalement. Donc, s'ils ont priorisé l'adoption des organigrammes à la loi rectificative, donc on peut dire que ce n'était pas une question d'argent, mais pour eux, le plus important, c'était les organigrammes d'abord et pour commencer à travailler. Non, moi je pense qu'il faut qu'on soit, à mon avis, sincère envers nous-mêmes. Oui. Un État ne vit pas comme une boutique. Non. Un État, c'est tout un fonctionnement, à mon avis. Ce n'est pas parce qu'un candidat à la présidentielle a dit je vais vous donner à tel village un forage que le lendemain de son élection, il ira fabriquer le forage. Donc ce candidat ne connaît pas l'État. Non. Si un candidat vous fait une promesse électorale, vous êtes libre de croire ou pas. C'est de la démagogie alors. Non. Parce que là, nous sommes partis sur la base du fait qu'il y a déjà des plaintes, des récriminations au sein de l'opinion par rapport à certaines lenteurs du gouvernement mis en place. Je suis tout à fait d'accord, parce que les attentes sociales n'attendent pas. La faim, ça n'attend pas. La maladie, ça n'attend pas. Il faut soigner, il faut manger. Et comme mon confrère Bakwa l'a dit, un gouvernement, du moins le peuple, il s'en fout de 100 jours. Il faut que lui, il ait son problème soit résolu. Il s'en fout pas mal de vos 100 jours. Mais il y a la réalité qui est là. Moi, je ne défends personne. Mais je me dis qu'un gouvernement mis en place, au bout de 3 mois, au bout de 100 jours, on peut commencer à voir quelles sont les actions qui sont déjà lancées. Maintenant, oui, je suis tout à fait d'accord. 100 jours. Maintenant, est-ce qu'au bout de 100 jours-là, il y a des actions concrètes qui ont commencé à être lancées? Moi, c'est sur cette base-là, je pars. Parce que c'est quoi? On a vu, par exemple, le gouvernement de la transition qui a voulu jouer au populisme. Mais ça l'a rattrapé très vite. On a vu le ministre de l'Habitat qui a nationalisé, voulu récupérer une société. Et très vite, ça l'a rattrapé. Il s'est rendu compte que les choses ne se font pas de cette manière-là. Et moi, je pense qu'il faut qu'on soit plus ou moins indulgent. Au bout d'un an, moi, je pense qu'on peut mieux apprécier un gouvernement qui a été élu. Au bout de 2 ans, on peut mieux apprécier un gouvernement qui a été élu.
Les attentes, ça n'attend pas, comme je l'ai dit. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal au gouvernement maintenant de donner les signaux aux populations que ce que vous nous avez promis là, du moins ce que nous vous avons promis justement, voilà ce qui commence à venir. Là au moins. Mais quand on prend toutes les promesses électorales, même le programme du candidat en question, ça ne s'apprécie pas au bout d'un an. Hein. C'est les signaux qu'on regarde au bout de l'année. Mon confrère John a parlé par exemple de la question de la SN Sosico, pour ne pas la nommer. Les gens attendent sérieusement. Mais que le gouvernement se précipite, ça risque de se retomber sur nous et on sera perdant à mon avis, quoi. Wilfried Bakouan, c'est vrai que quand j'écoute... quand je l'écoute, il y a quelque chose quand même de très important, parce qu'on se rappelle, nous les journalistes, qu'un proche de Roch Marc Kaboré, Christian Kaboré, au moment où il était candidat, nous disait à nous les journalistes, si Roch Marc est élu, dans les 90 jours, vous verrez des mesures fortes et vous comprendrez qu'il y a un changement. Tout à fait, c'est ce que je vais dire. Je vais dire que quand un nouveau gouvernement s'installe, bien que moi je continue de ne pas croire que ce gouvernement-là, ce pouvoir-là est nouveau, moi je ne le crois pas. Mais quand un nouveau pouvoir s'installe... Mais il y a eu une alternance, il y a eu une transition. Il y a eu alternance, il y a eu changement. Oui, il y a eu remplacement. Non, monsieur Bakouan, le gouvernement est nouveau. Le gouvernement est nouveau. Je dis le pouvoir, il n'est pas nouveau. Le pouvoir est nouveau. Le pouvoir est nouveau parce que c'est quoi? Non, on a par exemple, on a un trio. Par exemple, vous prenez le MPP. On a un trio qui est là. Roch, Salif et Simon, qui ont été dans les arcanes du pouvoir avec le président Blaise Compaoré pendant des années. Mais qu'est-ce que cela a donné comme résultat? C'est ce qui nous a amené à l'insurrection. Mais si on ne veut pas aller à une insurrection, il ne faut pas faire comme avant. D'accord. Donc, il faut faire du nouveau. Okay. Donc, je continue après m'avoir arraché la parole, je continue de croire que le pouvoir n'est pas nouveau. Voilà, même si le gouvernement est nouveau. Mais le pouvoir n'est pas nouveau. Mais quand un nouveau pouvoir s'installe, quand il arrive, le premier mois, je dis les premières semaines, sont des semaines pour annoncer des mesures fortes. Moi, je continue de le penser. De prendre les plus grandes décisions qui doivent orienter la vie de la nation. Là. Sur les 5 prochaines années, c'est dans les premières semaines qu'on les annonce. Ce n'est pas en 100 jours, ce n'est pas en 1 an, 2 ans. C'est une annonce gouvernementale. C'est une mesure que l'on prend. Ce n'est pas juste la mise en œuvre du programme. Non, moi, je suis désolé. Prenons la question de la nationalisation. Mais comparaison n'est pas raison, d'accord, je suis d'accord. Mais quand la raison n'est pas loin, là, elle n'empêche pas la comparaison non plus. Quand Evo Morales a pris le pouvoir, il a fait combien de jours pour nationaliser ces sociétés de pétrole? Il n'a pas lésigné sur les... Il a fait combien de jours? Ça, c'est une question d'État. Et la question d'État, on n'attend pas, ce n'est pas les beaux yeux de quelqu'un. La transition a voulu nationaliser la Socogib. Oui, d'accord, par quels moyens? Vous ne voulez pas nationaliser la Socogib et vouloir utiliser en même temps les mêmes règles que la Socogib a utilisées pour s'asseoir, pour la nationaliser, ça va se retourner contre vous. Voilà. Donc je vais dire, quand un gouvernement s'assoit, il y a des mesures fortes que l'on annonce pour qu'effectivement les populations sentent qu'effectivement nous avons... Mais attendez, quand le gouvernement est arrivé, parlons des attentats. Quand les attentats ont eu lieu, quelle était la posture du gouvernement face aux attentats du 15 janvier? Non. On a vu un gouvernement qui était complètement déboussolé, qui n'avait pas de direction. Non, écoutez, non. Je suis pas d'accord. Le gouvernement a été formé, non. Je crois que pour les situer, le gouvernement a été formé le mercredi 13 janvier. Les attentats terroristes sont intervenus 2 jours après, 48 heures après. Mais dans le gouvernement, c'est le ministre seulement, sinon les services de sécurité, ils étaient là. 48 heures. On coordonne une action. En fait, le problème, c'est comme Emile Blum dit, l'État, c'est pas une boutique. C'est toute une coordination, je vous en prie. Non, c'est-à-dire que non, c'est toute une coordination. Dimitri, je vous dis pas... Les attentats terroristes sont intervenus. Je ne vous dis pas que le gouvernement devait empêcher les attentats. Oui. Pas aussi au pouvoir au hasard. Je ne dis pas que le gouvernement devait empêcher les attentats. Je dis que le gouvernement aurait pu avoir une meilleure gestion de ces attentats. Je n'ai pas dit qu'il devait les empêcher. Parce qu'il y a même des pouvoirs plus anciens que lui qui n'ont pas empêché les attentats. Mais je dis quand même dans la gestion, effectivement, mais c'est laissé supplanter même par l'ambassadeur d'un pays. Tout ça, mais ça montre. Vous dit, par exemple, si on prend le cas des attentats, le fait que l'intervention n'a pas été rapide, c'était dû à un problème de coordination. Non, quoi qu'on dise,
un gouvernement qui a 48 heures. En fait, il faut voir le fonctionnement administratif. On avait un ministre délégué à la sécurité qui était parti comme s'il n'était pas parti parce qu'il n'y avait pas encore eu la passation. Leur prise de contact, c'était le mercredi soir. C'était même pas le premier conseil des ministres. Il n'y avait pas aucune lettre de mission ni rien. Il n'y avait pas eu d'abord une concertation. Et 2 jours après, pour une première dans le système burkinabé, vous avez un des attentats de cette ampleur. Naturellement, quoi qu'on dise, pour moi, c'est très compliqué à gérer. En fait, moi, je vous comprends. Les attentes, je vous comprends. Mais quoi qu'on dise, ça ne peut pas aller comme par magie, comme par miracle. Voilà, pour moi c'est ça. L'État a besoin d'un fonctionnement et d'une coordination. Quand il prend l'exemple pour terminer de Evo Morales qui a nationalisé les institutions pétrole, ce n'est pas le même contexte. Vous venez aujourd'hui d'un pays comme le Burkina Faso qui est perfusé de l'aide extérieure. Vous croyez qu'il y a des mesures populaires qu'il peut prendre? Nous ne sommes pas nous ne sommes pas un État révolutionnaire. Il y a tous ces contextes-là. Vous croyez que si Rock se lève aujourd'hui, parce que la SN Sosuco, il y a des actionnaires qui sont là où il y a des partenaires qui détiennent des bourses. Pourquoi que Rock peut décider, par exemple, parce que j'ai les mesures fortes, 2 jours après l'investiture, je dis, bon, je prends un décret, je nationalise la SN Sosuco, tout en sachant que si on ferme le robinet 48 après, vous n'allez pas tenir. C'est la réalité du terrain. Donc on ne le dit pas, on ne l'annonce pas. Donc on ne l'annonce pas. Nous sommes à 3 mois, je vous en prie. Le mandat du président Rock a été, excusez-moi, Rock a été élu pour un mandat de 5 ans. Vous ne pouvez pas vouloir que il résout tous les problèmes de Burkinabé en 3 mois. Et le reste, il fait quoi des 4 ans? C'est pourquoi le mandat est de 5 ans. C'est-à-dire qu'il y a des mesures qu'il va mettre en place la première année. Il y a d'autres mesures qui vont rentrer en vigueur, comme il a dit, dans la 2e année. Il y a d'autres mesures qui vont rentrer en 3e année. Comparaison, comme il a dit, le François Hollande, parmi ses engagements, il a promis la réforme du Code du travail. Mais c'est intervenu à quel moment de son mandat? Pratiquement à la fin de son mandat que la réforme était envisagée et qui était houleuse, qui était en train de débattre. Donc c'est tout ça, ces éléments-là. Pour moi, il faut vouloir que coûte, dans les 3 mois, dans les 100 premiers jours, un gouvernement puisse résoudre le problème de tout un pays. Ce n'est pas possible. C'est des mesures qui s'étalent en fonction de nombre d'années. Donc sur 5 ans, pour moi, il faut attendre au fur et à mesure. Je ne parle pas de résoudre les problèmes. C'est comme il a dit ici, c'est annoncer les couleurs. Il faut faire des annonces. Là où annonce, par exemple, tu aimerais que le président dise. Par exemple, par rapport à la question de la SM Sosuki, Sosuko, pardon. Voilà, c'est clair dans sa tête, il veut la nationaliser. Mais si dès son arrivée, il avait dit, je mets en place une équipe qui va se charger de réfléchir sur ce processus, c'est une façon d'annoncer les couleurs. C'est une mesure forte. Voilà, c'est une mesure forte qui permet de se rendre compte qu'effectivement, sur la question, on ne perd pas du temps. Donc, en fait, il faut, puisqu'ils ne sont pas arrivés là par hasard, ils ont bien préparé leur arrivée. Donc, quand ils arrivent, ils savent là où ils veulent aller. Et c'est par rapport à ça qu'ils mettent en place des dispositifs pour pouvoir se dire, bon, voilà, dans ce sens-là. Mais la façon de le faire, c'est au fur et à mesure. Nous ne parlons pas des résultats tout de suite. On ne peut pas avoir des résultats tout de suite. Bien que, bon, dans certains domaines, quand même, on peut avoir certains résultats sur les urgences qu'ils ne peuvent pas attendre. Mais quand même, par rapport à l'empreinte, à la touche du pouvoir de Roch Kaboré, c'est à la fin du mandat. Mais à ce rythme, j'ai l'impression, on risque d'arriver à la fin des 5 ans où les gens se disent, ah, c'est maintenant, nous avons besoin de prolongation comme on a vu dans d'autres pays pour terminer des chantiers. Okay. Voilà, il ne faut pas perdre du temps. J'espère que ça va rester sur c'est une impression seulement et que dans la réalité, ça ne sera pas ça. Donc, ok, nous passons donc au deuxième volet de cette émission à travers, bien sûr, les moyens financiers, d'autant plus que quand on a des actions à mener, il faut des moyens. On a vu donc le Conseil des ministres, le Conseil extraordinaire des ministres, je pense que c'était le 21 mars dernier, adopter cette loi, ce projet de loi rectificative de la loi de finances budget, voilà, c'est la gestion 2016, non, bien sûr, hein, voilà. Donc, on se rend compte que après cette adoption, c'est-à-dire le projet de loi au niveau du Conseil des ministres, il a été dit qu'il y avait des impératifs qu'il fallait régler. Il y avait 3 impératifs. Tenir compte de la configuration actuelle du gouvernement, tenir compte des mesures d'urgence du gouvernement et surtout tenir compte du fait qu'il y avait des engagements sociaux pris par la transition et qui n'avaient pas été budgétisés. Voilà la question. Comment on peut comprendre que la transition qui était en fin de mission, bon peut-être je ne sais pas si c'est en fin de mission ils ont pris ces engagements, sachant bien que ces engagements ne sont pas budgétisés et c'est eux qui ont eu à voter la loi de finances de gestion 2016. Comment comprendre? C'est un acte politique ou bien c'était juste une façon de faire pour qu'on dise à la fin de la transition qu'ils ont eu à poser des actes? Bon, je ne sais pas exactement par quel bout commencer, mais
déjà nous étions en fin d'année. Donc il faut envisager le budget de l'année à venir. Deux, la révision, la relecture de la loi, du moins relire le budget peut intervenir à tout moment au cours de l'année au regard des différentes urgences. Moi je trouve d'ailleurs que nous avons eu une chance parce que le nouveau gouvernement est intervenu en début d'année civile, en janvier. Ça nous permet d'être plus ou moins cohérents dans la gestion ou dans l'exécution de ce budget, même dans sa programmation. Maintenant, les raisons avancées par le gouvernement actuel pour introduire la loi de finances rectificative, entre autres, il y a le fait que le gouvernement de la transition n'a pas budgétisé certaines actions. Moi, je trouve que il y a eu des erreurs. Et l'erreur, c'est quoi? À un certain moment de la transition, beaucoup de gens se sont inquiétés, y compris moi, que le gouvernement de la transition continuait de poser des actions. Au fur et à mesure qu'on s'approchait de la fin de la transition, il faut envisager une autre transition entre le gouvernement de la transition et le gouvernement qui sera issu donc des élections présidentielles. Mais le gouvernement de la transition a fait fi de cette transition virtuelle-là qu'il fallait faire, a pris des engagements et automatiquement, ça engage le gouvernement qui va venir. Et quand c'est comme ça, évidemment, vous êtes politique. Le gouvernement actuel est politique. Il est obligé de revoir certaines choses. Même si ça avait été, des actions avaient été budgétisées, le gouvernement actuel a le droit donc de revenir sur ce budget-là et prendre en compte beaucoup d'autres aspects. Moi, je ne vois pas cela comme de la sape ou bien, mais c'est une erreur qui a été commise parce que des actions ont été posées et n'ont pas été budgétisées. Dimitri Kabouri, est-ce que réellement on peut comprendre quand on regarde par exemple les actions qui n'ont pas été budgétisées, par exemple la loi 081, je pense bien, on sait effectivement que ça concerne les fonctionnaires et surtout si on leur dit de toute façon il y aura quelque chose pour eux, c'est sûr qu'il faudrait forcément budgétiser, sinon ils vont passer tout le temps à aller en grève. Ensuite il y a la filière coton. Comment se fait-il que les crédits de la filière coton ne soient pas budgétisés? On peut se poser la question et surtout que le président de l'exécutif, bon, pas le président, l'ex-premier ministre, le chef de l'exécutif avait dit quelque part en ce qui concerne les travailleurs qu'il y avait, je pense, une somme qui avait été mobilisée et Bassol Mabazi a dit que c'est faux. Alors concrètement, est-ce qu'on peut comprendre? Alors expliquez ça de façon simple. Oui, bon, la question, comme je dis, l'opportunité même de voter un budget pour un pouvoir qui rentre. C'est vrai qu'on est malheureusement tombé sur une période de passation qui coïncide avec un début de l'année civile. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le budget qui a été adopté, je crois que les travaux n'ont pas excédé 2 semaines parce qu'on a voulu avancer rapidement pour doter, voilà. Alors que je ne sais pas, je ne suis pas un expert en budget, mais je crois qu'il y a une procédure, si au plus tard le 31 décembre de l'année civile, le budget n'est pas adopté, je crois qu'on reconduit, je crois, l'ancien budget pour combien de mois. En tout cas, il y a une procédure. Voilà, un truc comme ça. Donc, pour moi, quoi qu'il arrive, on pouvait adopter le budget. Maintenant, en ne prenant pas, par exemple, des engagements. Ou on adoptait, on intègre ce budget-là avant de le mettre. Alors, le problème, c'est quoi? On arrive à un moment où, c'est quoi? Le CNT dit, écoutez, nous, on veut adopter un budget parce qu'on ne peut pas laisser le pouvoir comme ça sans un budget. Bon, quoi qu'on dise, les lois rectificatives, c'est prévu par la loi. À tout moment, même la loi que le gouvernement Kaba vient d'adopter pour amener à l'Assemblée nationale, 3 mois après, si on regarde l'évolution, on peut se rendre compte qu'il y a des rectificatifs à faire. On peut faire encore une autre loi rectificative pour y ajuster en fonction des besoins du moment. Donc, je crois que pour le principe, il n'y avait pas de problème. Maintenant, le problème est qu'on a des engagements qui ont été pris et ce qui a fait qu'il y a eu un bouillonnement social en début janvier. Comme les gens disent, les gens ne comprennent pas vos histoires de budget. On avait débattu là-dessus, sur l'indépendance du CSM, pourtant qu'il n'y avait pas de siège et il n'y avait pas de moyens de fonctionner. Tout ça, l'indépendance du budget a été appliquée, de la justice a été adoptée. Mais, dans le budget, il n'y a pas une ligne pour cela. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, alors que pour remettre le pied sur les rails, moi je suis toujours convaincu, si vous voulez que le Burkina soit
que le Burkina soit comme les autres pays démocratiques, il faut également qu'on travaille dans des cadres républicains. C'est-à-dire qu'il ne faut pas favoriser les dépenses d'argent hors budget. Mais même s'il y a une urgence comment, si vous encouragez les dépenses hors budget, c'est dans ces dépenses hors budget qui amènent les détournements de fonds. Parce que c'est simplement, je peux vous dire, écoutez, le président dit, comme il n'y a pas de budget et que les gens disent qu'on n'a pas d'eau à boire, par exemple, dans un village donné, j'ai fait l'opération 1000 forages. Je dis, bon, écoutez, moi, je peux trouver de l'argent avec un partenaire et après, je récupère l'argent dans le budget de l'État. Comment se fait ça? Puisqu'il n'y a pas de contrôle. Puis c'est moi, en tant que personne d'État, avec mes amitiés, qui peut trouver, par exemple, 50 milliards pour faire un projet de forage. Maintenant, après le budget, je vais vouloir récupérer l'argent dans le budget. Donc, il y a tout ça. C'est parce qu'on a encouragé ça. Le régime Compaoré était fort en la matière. On a vu la transition répéter les mêmes erreurs à travers le PSUT. On a vu. Socio-économique d'urgence de la transition. Voilà, c'est dit pour moi. Et là également, on avait parlé de 25 voilà, milliards. qui restait, il y a des factures qui n'étaient pas réglées. Donc, pour moi, c'est tout ça, ces éléments-là. Donc, je crois qu'il faut maintenant travailler. C'est vrai que ça fait mal d'attendre, mais je crois qu'il faut toujours travailler dans un règle budget. Là, on sait que telle somme est enlevée pour faire telle chose. Mais si on encourage l'argent qu'on enlève dans la poche, là, on ne va pas s'en sortir. Alors, oui, Bakouan, est-ce qu'on peut interpréter tout ce qui s'est passé avec cette transition à travers aussi toute cette actualité aussi qui ressort de la gestion de la transition? Non. Moi, je veux bien être catégorique. Hein. Un pouvoir que vous n'allez pas gérer, vous n'allez pas voter son budget. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais le pouvoir vient adopter son budget. Il fallait attendre que le nouveau pouvoir s'installe et adopte son budget. Vous appliquez la même procédure. Les procédures là sont là, mais un pouvoir que vous n'allez pas gérer, vous ne devez pas adopter le budget. Est-ce qu'ils ont pris en compte même le programme de Rock pour adopter le budget? Non. Ils n'ont pas pris en compte la déclaration de politique générale, par exemple. Donc, tout ça, ça fait une sorte d'imbroglio qui ne nous fait pas avancer. Donc, la transition a adopté son budget et la transition prenait fin. C'était tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devait s'arranger à ce que les élections là aient lieu plus tôt pour permettre... Voilà. Même si les élections n'avaient pas lieu plus tôt, ça veut dire que depuis septembre, là, même si c'est la transition qui devait adopter le budget, elle devait commencer à le faire depuis septembre. Avec des consultations des différentes couches de conseil parce que c'est vrai, c'était les députés. Et il fallait en une année faire tout ce que les députés ont l'habitude de faire. Même leur journée parlementaire, ils ont organisé. Personne ne savait à quoi ça servait des journées parlementaires pour un CNT qui était là juste pour une année. Donc franchement, est-ce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui que même la loi de finances, là, il fallait qu'il y ait cette session-là pour eux pour justifier certaines choses? Oui, mais la loi de finances, j'ai un peu comme l'impression que la loi de finances, ils ont forcé un peu pour adopter la loi de finances. Moi, j'ai eu l'impression, ce que moi je qualifie de fraude institutionnelle, parce que vous n'êtes pas habilité à faire quelque chose. Ça n'a pas tenu les 90 jours, ça ne répond pas au programme du candidat qui rentre, etc. etc. Et puis après, l'adoption du budget, il y a eu d'autres promesses qui ont été faites, il y a eu d'autres engagements qui ont été pris. Donc, tout ça, ça fait un peu désordre. Et bon, je ne sais pas comment Rock va s'en sortir, voilà, mais dans tous les cas, il est le président. Donc... Vous savez comment il va s'en sortir. J'avoue que sur cette question où on fait des reproches à la transition, moi je reste quand même très prudent. Ce n'est pas parce que la transition n'est pas là aujourd'hui qu'il faut jeter tout le problème sur la transition. Mais le régime de Blaise, quand il est tombé, c'est maintenant on le critiquait. Non, justement, il faut savoir raison garder et il faut être assez objectif dans la façon de voir les choses. L'État, c'est une continuité. Le fait d'adopter une loi de finances pour un gouvernement, une loi de finances qui ne va pas concerner, qui va être appliquée par un autre régime, n'est pas un problème. Les mécanismes sont là pour rectifier la loi des finances. Et chaque fois, ça s'est fait. Rappelez-vous que la transition aussi est venue trouver une loi de finances. Le projet de loi que la transition de finances avait été préparé par le régime de Blaise Compaoré. Et la transition est arrivée, c'est sur cette base-là, c'est ce projet de loi de finances que la transition a adopté. Le régime de la transition a travaillé avec cette loi de finances. Bien que par moment, il y a eu une rectification pour pouvoir l'adapter aux réalités. Mais une loi de finances est faite pour
être adapté au fur et à mesure. Oui, mais Gadiaga, le plus Mais important, est-ce que le plus bien sûr. important dans ce que vous dites Non. n'est pas Non. les incidences financières? Non, attendez. Parce que la question attendez. aussi se pose. Supposons par exemple, Oui. et on a eu la chance peut-être, en griffe, que le mandat du Parlement coïncide en même temps avec la fin du mandat du régime. Supposons qu'on ait un Parlement qui devait continuer jusqu'en mars, que le calendrier et l'élection au niveau des députés ne coïncide pas avec l'élection présidentielle. Ça allait être un Parlement ancien qui allait être là encore sous le régime de Roch Kaboré. En ce moment, c'est quoi? C'est ce Parlement-là qui adopte les choses. Ou rejette. Absolument. Donc, la loi, je me rappelle le 26 décembre 2015, lorsque la loi des finances a été adoptée, le ministre des Finances était clair là-dessus. Le régime qui va venir a toute la latitude de rectifier cette loi des finances. Un pays est une continuité. Un État est une continuité. Mais quand quelque chose est adopté, ça vous Non, oblige. C'est non, ça vraiment le problème. Il faut prévoir. N'oubliez pas que dans la loi des finances, il y a non seulement les recettes générées au niveau de notre pays, et aussi ce que les bailleurs de fonds apportent. Et ce que les bailleurs de fonds apportent là, il faut préparer ça. Il ne faut pas attendre en mars pour aller demander aux bailleurs de fonds d'apporter de l'aide au Burkina. Il faut prendre des mesures à l'avance. John Gadiaga, pour répondre à cette Donc, question, par exemple, le on fait parle de d'incidences financières rectifier la loi des finances n'est pas du tout un problème. Tout le monde savait que c'est comme ça que ça devait se faire. Donc moi, je ne vois pas pourquoi on prend ce problème et cette situation-là pour en faire un problème. Quoi. Oui, il n'y a vraiment pas de problème. Si on prend un exemple, la loi 081, en ce qui concerne les fonctionnaires, on voit l'incidence financière, c'est 40 milliards. Alors qu'on voit que le pouvoir en place a dit qu'il va peut-être dégager 10 milliards. Est-ce que ça n'explique pas qu'il n'a pas les moyens, le pouvoir en place n'a pas les moyens pour satisfaire... Voilà pourquoi j'ai dit je suis prudent sur la question. Oui. Aujourd'hui, la transition n'est pas là. J'ai l'impression qu'on est en train de tout mettre sur le dos de la transition. Le jour où la loi des finances a été adoptée, le 26 décembre 2015, je me rappelle encore des propos du ministre des Finances qui disait que cette loi des finances qui a été adoptée là implique la réforme de la loi 13, c'est-à-dire cette loi qui concerne les fonctionnaires, avec une vingtaine de milliards qui concernent la réforme de la loi 13. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, subitement, on dit que ça n'a pas été adopté. Donc, il faut aller comprendre quand même les choses. Il va falloir peut-être aller encore demander au ministre des Finances pourquoi il avait dit ça. Est-ce qu'il avait menti? Ou bien c'est ceux qui sont là aujourd'hui qui ne disent pas la vérité. Voilà. Donc voilà, il faut être prudent là-dessus. J'espère qu'on est à la fin de cette émission. Juste un mot. Ou bien, bon, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Bon, moi, Ce que John Gadiaga a fait. Moi, je dis, c'est en fait l'argument majeur qui est brandi actuellement par le nouveau gouvernement là, c'est que même si la latitude, c'est que le gouvernement de la transition a fait en tout cas des réformes sans engager budgétairement certaines dépenses. Voilà. Maintenant, comme il a dit, on n'en sait rien. Oui. Maintenant, si on jette trop vite l'anathème sur ceux qui sont passés, on risque de commettre des erreurs. Mais certains pensent aussi que c'est, comme on le dit vulgairement, c'est expressement fait par les transitaires là, afin de jeter une patate chaude au nouveau gouvernement. À quel intérêt? Dans quel intérêt? Au terme de cette émission, dommage, Wilfried, ça sera la prochaine fois. Nous sommes au terme de cette émission sans langue de bois sur Burkina Info. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro. Merci à vous pour avoir suivi.